Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'Info, deuxième partie de cette matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, notre invité politique, c'est Damien Abad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député LR de l'Ain, vous venez d'être nommé troisième vice-président des Républicains, donc un nouveau visage de l'équipe de Laurent Wauquiez pour vous interroger. À mes côtés ce matin, Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël, rédacteur en chef politique, et Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant, une régulière dans cette matinale d'info. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Vous rentrez de vacances d'ailleurs. Damien Abad, vous avez été nommé troisième vice-président LR, en charge d'une mission sur les territoires par Laurent Wauquiez, nouvellement élu président de LR. C'est aujourd'hui la deuxième conférence des territoires à Cahors dans le Lot, axée sur la désertification des villes et sur le numérique. Est-ce que vous pensez que les premières indications qu'on a vont dans le bon sens ? Ce qu'on attend du gouvernement, ce n'est pas un plan de communication. On attend un plan d'action concret, réel, en faveur des territoires. Force est de constater que dans les mesures gouvernementales qui ont été prises jusqu'à maintenant, c'est plutôt l'impression d'une France à deux vitesses, avec une France des métropoles qui concentrerait les richesses et une France des territoires ruraux ou périurbains où il y a pourtant de la vitalité économique et qui sont un peu les laissés pour compte, notamment dans le projet de loi de finances pour 2018. Donc nous attendons que le gouvernement rectifie le tir. Et pour nous, il y a deux enjeux fondamentaux. Ce sont la fracture médicale et la fracture numérique. Alors vous avez été nommé à ce poste aujourd'hui avec une mission très précise. Quel va être votre pouvoir d'action, sachant qu'il y a des sénateurs qui sont en charge des territoires, il y a des associations d'élus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, on a nous cette impression que vous prenez un peu le train en marche aujourd'hui ? Non, au contraire, je pense que, j'apprécie le jeu de mots d'abord, mais je crois aussi que ce dont on a besoin, c'est de sortir du seul cadre institutionnel. Ce dont on a besoin, ce n'est pas toujours d'écouter les mêmes acteurs. La mission de la France des territoires que nous pilotons avec Guillaume Pelletier, et notamment en groupe à l'Assemblée nationale, elle vise à aller au contact du terrain chaque mois dans un lieu précis, sur une thématique précise, pour creuser, pas simplement avec les acteurs institutionnels, pas simplement avec les représentants des associations, des maires, des départements, des régions, mais avec des acteurs au concret, des médecins, des infirmières, des praticiens hospitaliers, par exemple, sur la question médicale. Et c'est ça la nouveauté et l'enjeu de cette mission. Donc la droite, si on entend bien, réinvestit le champ des territoires qu'elles avaient peut-être un petit peu oublié pendant l'élection ? Oui, parce que nous avons la conviction profonde. C'est bien ça, donc vous prenez un petit peu le train en marche, je m'excuse encore une fois de cette expression. Si vous voulez, mais en tout cas, ce qui compte, c'est que nous soyons en mouvement et surtout en tête à l'arrivée. Mais je crois que l'enjeu pour nous, il est effectivement de reconquérir ces territoires et repartir du terrain pour mieux comprendre les aspirations des Français. Alors, vous parlez de reconquérir les territoires, donc vous allez sur les territoires, vous prenez le train en marche pour rebondir un petit peu sur l'expression de Mickaël. Moi, je vais vous parler d'avion et donc plus exactement de Notre-Dame-des-Landes. Il y a le président du groupe LR, M. Retailleau, ici, qui dit que si le président Macron recule sur cette question-là, est-ce que c'est pas plutôt du courage politique, sachant que c'est un vieux dossier qui a plus de 50 ans et que les demandes ne sont plus les mêmes et que peut-être il cherche une porte de sortie honorable? Je crois que Bruno Retailleau a raison. Il ne peut pas y avoir de capitulation de l'État face à ce qui est parfois considéré comme une zone de non-droit. Enfin, Emmanuel Macron, en campagne, nous a quand même expliqué qu'il fallait respecter le référendum, qu'il fallait affirmer l'autorité de l'État. Et donc, ce que je demande simplement, c'est que Emmanuel Macron, président, respecte ses engagements de campagne. Et que donc l'autorité de l'État doit l'emporter sur tout le reste. Alors, bien sûr que c'est un dossier complexe. Et il ne s'agit pas pour nous de jeter des anathèmes. Bien sûr que c'est difficile et tout le monde le sait. Simplement, on voit bien le mal français à travers ce dossier. C'est-à-dire l'incapacité à réaliser aujourd'hui des grands travaux. Oui, mais est-ce que ces grands travaux sont vraiment nécessaires ? Écoutez, il y a eu un rapport qui est sorti hier, qui est plutôt équilibré, mais qui quand même... Et qui dit que finalement, la construction de cet aéroport n'est peut-être pas nécessaire et même, il serait peut-être même moins cher de réhabiliter Nantes-Atlantique. L'aéroport de Nantes-Atlantique. Écoutez, en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que l'État prenne une décision ferme, courageuse et forte, et que dans cette décision, le respect de l'autorité de l'État soit prioritaire. Parce que c'est un enjeu fondamental pour savoir est-ce qu'Emmanuel Macron va reculer face à des zadistes, face à celles et ceux finalement qui incarnent une zone de non-droit. Est-ce qu'il va faire respecter la légitimité populaire ou pas ? C'est un enjeu très important qui finalement cadrera le reste de son mandat. Est-ce que finalement, au-delà du verbe haut, il y a une action forte qui est portée par le gouvernement d'Emmanuel Macron? C'est Damien Abad, député LR de l'Ain. Il vient d'être nommé troisième vice-président des Républicains, qui est notre invité ce matin. Justement, dans le Parisien ce matin, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, dit « Je ne suis pas là pour plaire ». Il se déclare d'ailleurs être gaulliste social.
Alors ma question, c'est après ce coup de barre à droite pendant sa campagne pour l'élection à la tête des Républicains, est-ce qu'il peut rassembler sa famille politique aujourd'hui? Est-ce qu'il est en position de le faire? Oui, il est en position de faire parce qu'il a une légitimité populaire et démocratique sans précédent. Il a été élu avec 100 000 votants. C'est un score au-delà de nos espérances. Il peut le faire parce qu'il incarne une nouvelle génération politique et il a mis en place hier une nouvelle équipe qui incarne ce souffle nouveau pour la droite. Et il peut le faire parce qu'il a des convictions, il a des idées. Il a envie, une chose très simple, c'est de dire ce que l'on fait, de faire ce que l'on dit. Alors justement, des philonistes, des jupéistes, et que ça, donc ça fait tout ça des Vaucasiens, mais on a l'impression que quand même, sens commun dans tout ça, vous êtes un peu gênés avec eux, et ils sont là sans être là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer réellement quel est le rôle au sein des Républicains version Wauquiez aujourd'hui? Non, mais vous voyez très clairement dans l'équipe qui a été présentée hier, il n'y a aucun membre de Sens commun. Sens commun n'est pas l'alpha et l'oméga de notre famille politique. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'on a... Non, c'est un courant... Vous les cachez? Non, il ne s'agit pas de les cacher. Simplement, c'est un courant qui doit être à sa place, à sa juste place. C'est quoi sa place? Sa place, c'est celle de représenter une sensibilité politique qui n'est pas la mienne, mais que je respecte. Et je crois qu'au pluralisme des idées, et ce qui est très important dans l'équipe qui a été annoncée hier, au-delà de la nouvelle génération, c'est le respect des différentes sensibilités. Je suis moi-même de la droite humaniste, modérée ou sociale, appelez-la comme vous voulez. Et donc, je crois que c'est très important que la droite marche sur ses deux jambes. L'autorité régalienne, mais que sur le champ économique et social, on sorte du dogme du sang et des larmes. Vous êtes un gaulliste social. Il est libéral, Laurent Wauquiez? Oui, je pense qu'il est libéral. Oui. Oui, parce qu'il est pour la liberté économique, il est pour la suppression des 35 heures, il est pour l'assouplissement du code du travail, il est pour qu'on redonne la vitalité aux chefs d'entreprise. C'est ce qu'il fait d'ailleurs dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes lorsqu'il lance un plan d'accès, une charte d'accès à l'emploi public et au marché public pour les PME, lorsqu'il encourage effectivement telle ou telle innovation ou tel secteur économique. Donc oui, je pense qu'il est libéral, mais au sens fort du terme. Un libéralisme économique assumé. Donc il peut se retrouver dans la politique économique qui est menée actuellement d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe peut-être. Oui, ou eux-mêmes peuvent se retrouver dans les idées de Laurent Wauquiez. Mais ce que je dis simplement, c'est que nous, on n'est pas dans une opposition qui serait une opposition stérile ou systématique. Laurent Wauquiez l'a dit lui-même, pourtant il est souvent caricaturé, il a dit « moi je soutiens les ordonnances sur le travail ». Et il a raison de les soutenir, parce que quand ça va dans le bon sens et dans l'intérêt des Français, il faut le soutenir. Mais quand on augmente la CSG, quand on augmente la fiscalité sur le carburant ou plein d'autres choses encore, là il y a une vraie opposition de notre part. Vous parliez tout à l'heure de Sens commun, de la place que doit avoir Sens commun. Est-ce que vous adhérez d'ailleurs aux propos du jeune chef des jeunes avec Wauquiez, Oran Réagnan? Les enfants nés de PMA ne devraient pas exister, dit-il, dans une interview à Libération. Est-ce que vous adhérez à ces propos? Bien entendu que non. Après, je ne sais pas dans quel contexte cela a été fait. Je connais bien ce président des jeunes qui est un garçon dynamique. Simplement, il y a un certain nombre de lignes rouges, il y a un respect des choses à avoir. Et bien entendu que c'est pas justement pas là incarné, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est justement pas par ce genre de propos qu'on incarne un peu l'image un peu droitière de Laurent Wauquiez et que c'est un peu compliqué pour lui justement de vouloir rassembler comme vous voulez sur l'ensemble des territoires? Oui, mais c'est pour cela qu'il y a des femmes et des hommes comme moi, comme d'autres, qui visent à porter cette parole. Vous savez, notre objectif, c'est pas d'avoir des postes. Notre objectif, c'est de faire en sorte que dans notre ligne politique, on soit entendu. Et je veux que l'on soit entendu, notamment sur le plan économique et social. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un enjeu fondamental à droite, que l'on sort du dogme du sang et des larmes. Il y a un enjeu fondamental pour nous qu'on a exploré de nouveaux champs, comme le développement durable, comme la France des territoires. Il y a des questions de société extrêmement importantes. Et les questions de société est une vraie question. Est-ce que vous êtes favorable à la PMA pour les femmes? Je ne suis pas favorable à la PMA pour les femmes en tant que telle, mais je suis pour qu'on ouvre le débat, qu'on ait une réflexion, comme on l'a eu avec les lois Leonetti sur la fin de vie. Je vous rappelle qu'il ne faut pas que la droite soit toujours en défensive sur les questions de société. Et quand on ça a souvent été le cas. Oui, ça a souvent été le cas, et pourtant, les grandes lois d'avancée sociétale ont souvent été à l'origine de la droite. Je pense bien sûr aux lois de Simone Veil, mais pas seulement. Et il y a eu des experts chez nous, comme Jean Leonetti, qui ont porté ces sujets-là. Donc à nous d'être à l'offensive et d'avoir des spécialistes du sujet qui permet de construire une position de droite qui ne soit pas dans la caricature. Il y a une vraie question qui va se poser pour vous, ce sont les élections européennes. Marine Le Pen est sortie un peu de son silence hier soir. D'ailleurs, elle critique à nouveau Laurent Wauquiez après avoir fait la politique de la main tendue. Elle dit qu'il s'est précipité à Bruxelles et Berlin comme Emmanuel Macron. C'est vrai? D'abord, quand quelqu'un comme Marine Le Pen ne sait pas s'il faut sortir de l'euro ou pas, je pense qu'on n'a aucune leçon à recevoir, ni en termes européens, ni en termes nationaux. La vérité, c'est que le Front National est aux abois. La vérité, c'est que le Front National ne sait plus à qui il parle. Et la vérité, surtout, c'est que la droite doit assumer ses convictions. Et sur l'Europe, nous allons défendre l'idée d'une Europe au concret. Une Europe qui protège les Français, une Europe qui réponde aux enjeux, notamment sur la question des flux migratoires, sur la question de la puissance et autres. Nous allons construire un discours
qui n'est ni celui des Européens qui défendent une Europe technocratique à la bruxelloise, ni celui des eurosceptiques qui finalement seraient le berceau du souverainisme. Vous voyez ce qui est en train de se dessiner, les fédéralistes contre les souverainistes, et vous là-dedans vous vous retrouvez où? Oui, eh bien je vous pense que c'est écartelé, c'est ce que vous faites je pense que c'est justement un débat qui est dépassé. Ouais. Parce que le débat fédéraliste contre souverainiste est un débat ancien, parce que la vérité c'est que c'est l'Europe des États-nations aujourd'hui qui doit gouverner. Mais moi je crois en l'Europe politique, une Europe politique à quelques-uns assumée sur des sujets très concrets comme l'énergie. Alors vous croyez à l'Europe politique, mais il y a aussi l'Europe judiciaire. On parle encore de Marine Le Pen, dont le parti a été mis en examen dans l'affaire des assistants parlementaires. Les Républicains aussi ne sont pas à l'abri, sont aussi mis en cause dans ce dossier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et comment vous jugez justement cette mise en examen du parti? D'abord, moi j'ai un principe très simple, c'est que je fais confiance à la justice de mon pays. Ce que je veux, c'est que justice soit faite pour une raison très simple. C'est que Marine Le Pen a toujours critiqué l'Europe, sauf qu'elle oublie que c'est l'Europe qui l'a fait vivre depuis des années et des années. Et moi j'ai été parlementaire européen, et je ne l'ai pas souvent vu au Parlement européen, à l'exception de Strasbourg, quand il fallait appuyer sur le bouton pour toucher ses indemnités. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que moi j'aurais préféré entendre davantage la voix de Marine Le Pen et ses amis au sein de l'Europe, plutôt que comme ça de la dénigrer en permanence. Donc ensuite, pour le reste, c'est à la justice de faire son travail. Donc toujours sur la justice, peut-être un petit mot quand même de Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice, et de Thierry qui pourrait être renvoyé devant la Cour de justice pour avoir aidé, entre guillemets, Thierry Solaire. Écoutez, là aussi, si les faits sont avérés, la justice tranchera. En tout cas, c'est une question fondamentale, parce que c'est un enjeu de droit très important. Scandale d'État. Écoutez, d'abord, moi je crois à la présomption d'innocence et je crois au respect et à la séparation des pouvoirs judiciaires et de l'exécutif. Enfin, ça a été retrouvé dans le téléphone de Thierry Solaire. Si cela est avéré, bien sûr que ça serait une affaire d'État. Est-ce que c'est nécessaire justement que la Cour de la République de la Justice soit saisie? Bien sûr. Bien entendu, c'est le rôle de la Cour de justice de la République et c'est à elle d'éclairer sur cette affaire. Laurent Wauquiez avait mis en place dans sa région la clause Molière. Ça a aidé notamment dans les chantiers. On devait parler français sur les chantiers. Le tribunal administratif rejeté. C'était pas un petit peu de la préférence nationale, cette clause? Non, c'est surtout la réaffirmation d'éviter une concurrence déloyale et de faire entendre qu'il faut lutter contre le dumping. Qu'est-ce qui se passe quand on est travailleur détaché, bien évidemment. Oui, parce que qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans le bâtiment notamment? Vous avez beaucoup de travailleurs détachés qui donc ne respectent pas les conditions sociales de notre pays et qui donc créent une différence entre les salariés français et les autres. Et donc à travers cette mesure, Laurent Wauquiez a voulu réaffirmer non pas la préférence nationale ou la préférence régionale, mais de dire le respect tout simplement des conditions de travail en France. Et je crois qu'il y a des solutions qui ont été trouvées. D'ailleurs, Bruno Retailleau lui-même en avait proposé, et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur la France, et vous savez qu'en ce moment, il y a des réformes parlementaires qui sont en cours, et on parle beaucoup aussi de la réduction du nombre de parlementaires, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à terme, ce n'est pas une remise en cause du bicamérisme? Nous verrons. Je crois que le bicamérisme en France est utile, à condition que le Sénat représente les territoires et que l'Assemblée nationale est un vrai contre-pouvoir, l'exécutif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je souhaite qu'on renforce les pouvoirs du Parlement. Parce qu'un exécutif fort... comment ? Eh bien, comment? D'abord, en faisant en sorte qu'on soit davantage associé à l'élaboration de la loi, qu'ensuite on réforme la procédure législative pour que le parlementaire... Ça va être le cas puisque c'est accéléré. On va voir, parce que quand on remet le droit d'amendement individuel en cause, c'est tout sauf renforcer les pouvoirs du Parlement. Vous ne voterez pas cette réforme voulue par François de Rugy? Ce qu'il y aura dans cette réforme. Ce que je constate, c'est que... Réduction du nombre de parlementaires, limitation des mandats, dose de proportionnelle. Il y a des lignes rouges pour nous. Un, c'est que le député ou le parlementaire est d'abord élu à titre individuel avant d'être membre d'un groupe. Je rappelle qu'en Marche, on doit d'abord faire valider un amendement au niveau de son groupe avant de pouvoir le déposer. Ensuite, l'autre ligne rouge, c'est qu'on ne veut pas d'affaiblissement de la séance parce qu'on veut que l'Assemblée nationale ou le Parlement reste un lieu de débat. Ce qui concerne le reste, j'ai toujours été favorable à la diminution du nombre de parlementaires et je le reste. Je dis simplement que cela doit s'accompagner d'une vraie réforme du Parlement. Et ça, c'est un enjeu fondamental parce qu'aujourd'hui, le Parlement français n'exerce pas son pouvoir de contrôle comme il devrait le faire. Donc il y a encore un point d'interrogation sur un vote de votre part sur la révision constitutionnelle voulue par le président de la République. Parce que d'abord, il y a des choses qui ne relèvent pas de la Constitution, mais qui relèvent de la volonté politique. Et aujourd'hui, la volonté politique n'y est pas. Cette révision constitutionnelle, pour vous, elle doit passer par référendum ou alors par le vote du Parlement? Non, par le vote du Parlement. Le Parlement a été là pour ça et je souhaite que ce soit le Parlement qui puisse s'exprimer. Mais je ne veux pas une réforme constitutionnelle de pacotille. Il faut une réforme constitutionnelle en profondeur. Ce n'est pas encore une opération de communication, comme on a eu le cas l'an dernier du discours du président de la République à Versailles. Damien Abad, je voudrais vous faire parler un petit peu de l'organisation à l'intérieur des Républicains, maintenant que Laurent Wauquiez est président, et vous êtes troisième vice-président donc de ce parti politique. Comment ça va fonctionner? Vous allez vous réunir régulièrement? Il y a une espèce d'exécutif, un gouvernement du parti? Ça va être assez concret ou pas? Comment ça se passe? Oui, ce sera... Troisième vice-président, il aura du pouvoir, en gros. L'objectif, c'est qu'on ait une structure souple,
qui soit réactive et efficace, et qu'on redonne envie aux militants et aux Français de venir vers nous. Donc chacun aura des fonctions, je m'occuperai moi-même de l'enjeu des élections, des territoires bien entendu, et puis de la question aussi de la droite, on va dire, humaniste, ou en tout cas de l'aile modérée du parti. On va se réunir chaque semaine avec les secrétaires généraux adjoints, avec la secrétaire générale, pour pouvoir chaque semaine fixer une feuille de route, avancer et redonner de l'envie dans ce parti. Ça n'était pas le cas avant ? Mais avant, il n'y avait pas de chef. La vérité, c'est qu'on avait un parti sans tête. Enfin, aujourd'hui, il y a un leader. François Fillon, vous excluez. Je crois que la présidence, des Républicains n'a jamais été autant incarnée depuis Nicolas Sarkozy. La vérité aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle page s'écrit. La vérité, c'est qu'il faut sortir justement de ces courants qui ont fait tant de mal à la droite. Donc, un seul chef. Il y aura une direction, une forme de direction un peu plus collégiale, vous voulez dire. Il y a aussi une équipe, à chacun de faire entendre sa sensibilité politique, à chacun de défendre ses sujets, ses thèmes, mais tout ceci non pas dans un bazar, mais au contraire dans quelque chose qui soit organisé. Vous avez soutenu Bruno Le Maire, vous avez rejoint Laurent Wauquiez maintenant, on vous a vu aussi proche de Xavier Bertrand. Est-ce que ce sont eux qui se sont éloignés de la route, ou est-ce que c'est vous ? Mais vous voyez bien que je n'ai pas changé, parce qu'avec Bruno Le Maire, j'ai soutenu la baisse de la CSG, et c'est aussi le cas avec Laurent Wauquiez, ce qui malheureusement n'est pas le cas de celles et ceux que je viens de citer. Donc moi, je garde mes convictions, mes idées, je ne les trahis pas pour des responsabilités, parce que je crois que la nouveauté aussi en politique, c'est de tenir une ligne de conduite et de s'y tenir jusqu'au bout. Alors tenir une ligne de conduite, le problème avec Laurent Wauquiez, c'est que quand même il a une image assez clivante. Vous voulez rassembler tous les Français, est-ce que c'est pas compliqué ? Moi, je demande qu'il soit jugé à l'épreuve des faits. La réalité, c'est que dans la présidence d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une alliance de la droite et du centre jusqu'au MoDem. La vérité, c'est qu'au Puy-en-Velay, ça a été la même chose. Donc ce procès, je dirais en droitisation, est un procès qui ne résiste pas à l'épreuve des faits, parce que lui-même, dans l'exercice du pouvoir, aujourd'hui, il respecte davantage le pluralisme des idées que celles et ceux d'En Marche qui prônent le parti unique et dont le chef est élu par autoproclamation. Vous avez gardé des rapports avec Bruno Le Maire ? Oui, bien entendu, avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou d'autres, parce que vous savez, on a le droit d'avoir des chemins différents et également de garder de l'amitié et du respect chacune et chacun. Merci Damien Abad, député LR de l'Ain, et vous venez d'être nommé donc 3e vice-président des Républicains par Laurent Wauquiez. Merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, le débrief de l'actualité et de vos propos. Au revoir, merci. Voilà pour débriefer l'actualité de ce jour et des propos de notre invité politique Damien Abad, 3e vice-président des Républicains. J'accueille sur ce plateau, je réaccueille Jérôme Cordelier qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Et je réaccueille Olivier Allemand, notre consultant spécialiste des territoires et des questions d'agriculture. Rebonjour. Merci Olivier d'être là. On démarre par avec vous Olivier Allemand, cette 2e conférence des territoires à Cahors. Le Premier ministre y est arrivé hier soir. Est-ce que vous avez entendu donc le vice-président d'LR qui est chargé de ces questions-là au sein du parti de Laurent Wauquiez? Comment avez-vous trouvé qu'il soutenait le Premier ministre qui eût appartenu à son parti? Alors c'est marrant parce que effectivement on sent qu'il se réapproprie ces sujets-là avec une mission territoire. Et effectivement, il a parlé au début de son intervention de la fracture médicale et de la fracture numérique, parce qu'une des grandes annonces quand même, une des grandes attentes de cette conférence nationale, c'est qu'on puisse là aussi ne pas avoir de fracture territoriale sur le haut débit. Et normalement on doit annoncer aujourd'hui que 100% du territoire sera connecté au haut débit en 2020, alors que c'était plutôt prévu en 2022. Et c'est vrai que ces questions j'allais dire, de territoire, peuvent recréer le lien de proximité entre les adhérents des anciens partis politiques et les politiques. Alors évidemment, ils sont tous en train de s'emparer de ce sujet-là. En même temps, tout le monde doit être d'accord sur ces questions-là, Jérôme. C'est très concret. C'est sûr qu'on parle beaucoup de choses, mais le 100% débit, ça c'est quelque chose de concret. La désertification médicale, c'est un problème très concret. Le problème des centres-villes aussi. Le problème des centres-villes. Des petites villes. Des petites et des moyennes villes. Et des moyennes. Voilà, juste avant de venir, j'entendais quelqu'un à la radio qui disait le problème c'est qu'avant c'était un reportage sur je sais plus une ville, et c'était un jeune qui décidait de faire revivre le centre-ville, et il disait moi quand j'étais enfant on allait dans le centre-ville faire nos courses, maintenant on va au centre commercial. Donc c'est vrai que c'est des changements de mode de vie et qui impactent beaucoup sur la vie quotidienne des personnes. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a bien vu avec justement l'arrivée du gouvernement Macron, c'est que ça a éclaté les partis politiques, et donc
ils vont s'emparer de ce sujet territorial pour essayer justement de recréer du lien et d'essayer de reconquérir des adhérents. Parce que quand Damien Abad nous dit effectivement que Laurent Wauquiez a été élu avec plus de 100 000 votants. Oui, qu'il est très légitime. Qu'il est très légitime, certes, mais il est très légitime sur des adhérents qui sont en forte baisse dans tous les partis politiques traditionnels. Donc il est légitime vraiment que sur une frange de son électorat, quoi. Et c'est pas l'électorat global de la France. Justement, puisque vous êtes spécialiste de ces questions d'agriculture, les agriculteurs, viticulteurs et autres aujourd'hui, leur image sur le parti Les Républicains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils voient arriver Laurent Wauquiez? Alors, les territoires ruraux ont souvent soutenu, et historiquement, ils sont quand même sociologiquement de la droite républicaine. Aujourd'hui, c'est vrai que... Ça n'a pas changé, ça. Ça n'a pas changé, sauf que Laurent Wauquiez a fait toute une campagne sur une droite qui est quand même plutôt dure et forte. Et là, effectivement, en termes de valeurs, ils s'y retrouvent pas totalement. Alors, ils attendent de voir comment va se réorienter, on va dire, le manche, parce qu'on sait pertinemment que, effectivement, il a fait une campagne sur une droite dure pour rassurer une base de son électorat qui voulait ce type de changement-là, mais qu'à un moment donné, il va être obligé de réorienter et de recentrer sa politique. Et puis, il y a quand même un loup qui a mis les pieds quand même dans les territoires ruraux, même s'il est en difficulté actuellement. C'est quand même le Front National. Oui. C'est-à-dire que là, il est aussi en reconquête d'un électorat qui, vous êtes plutôt optimiste en disant que c'est la droite modérée et tout. Le Front National a conquis quelques bastions dans ces zones rurales. Donc, évidemment, c'est ça l'enjeu aussi, quoi. Alors, Damien Abad était notre invité, 3e vice-président des Républicains, donc nouvellement nommé par Laurent Wauquiez, qui, dans Le Parisien ce matin, a déclaré « Je ne suis pas là pour faire plaisir ». Et au fond, en même temps, il se dit gaulliste social, Jérôme Cordelier. Il se dit dans Le Parisien gaulliste social. Oui, alors il y a beaucoup de monde qui se dit... Christian Estrosi aussi se dit gaulliste social. Enfin, le gaullisme social... voilà. Je pense que le dernier... gaulliste social était l'ancien maire de Brive, qui était Jean Charbonnel, qui est décédé maintenant. Et donc voilà, gaullisme social, ça veut tout et rien dire, hein, si je peux dire. Alors lui, notre invité ce matin, se définit comme tel, le gaulliste social, il l'a dit. Oui, il l'a dit, mais il a un parcours qui parle pour lui. C'est-à-dire qu'effectivement, il est plutôt député d'un secteur rural, il a plutôt soutenu Bruno Le Maire, député de l'Ain, il a plutôt soutenu Bruno Le Maire, qui effectivement... au départ. Mais donc, du coup, son parcours prône pour lui. Puis Xavier Bertrand. Voilà. Exactement. Donc, prône vraiment pour un gaulliste social. Chez Laurent Wauquiez, nouveau gaulliste social. C'est-à-dire, Damien, c'est la carte modérée de l'équipe Wauquiez. La nouvelle équipe, avec Guillaume Pelletier, qui est plutôt la droite forte. D'ailleurs, il a dit « Sens commun n'est pas l'alpha et l'oméga de notre mouvement politique ». Vous avez noté ça? Non, bien sûr qu'on a noté ça. Mais il a essayé, en tout cas, de faire l'ouverture au sein de son propre parti, Laurent Wauquiez, dans sa composition, avec Virginie Calmels, qui est plutôt juppéiste, avec évidemment Damien Abad, qui était plutôt Bruno Le Maire. Oui. Une secrétaire générale filloniste. Et une secrétaire générale filloniste, et puis effectivement Guillaume Pelletier, qui était plutôt de la droite forte. Donc c'est vraiment cette reconquête, j'allais dire, de toutes les disparités de la droite. C'est plutôt ça. Dans la nomination d'Abad. Oui, tout à fait. De toute façon, il n'y a plus que Laurent Wauquiez, qui quand même... On prête beaucoup d'intentions malfaisantes à Laurent Wauquiez. Il faut aussi quand même un petit peu de temps en temps remettre le curseur un peu au centre des choses. Mais il n'a qu'une chose à faire, Laurent Wauquiez, c'est de faire le rassemblement. Puisque quand on a été élu président d'un grand mouvement de droite et qu'il faut ressusciter... il n'y a qu'une chose à faire, c'est essayer de composer avec les ma question, est-ce qu'il se recentralise, Laurent Wauquiez, réellement depuis qu'il a été élu? C'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il va continuer à avoir cette barre à droite toute pour essayer justement d'aller draguer les électeurs du FN pendant une première partie. Et en même temps, il va attendre les premiers atermoiements de la politique Macron pour après essayer de récupérer les centristes. Il peut s'appuyer sur justement votre invité de ce matin pour ouvrir. Évidemment, c'est une carte maîtresse pour ouvrir. En plus, c'est un jeune, nouveau visage, il est plutôt bon dans les médias. C'est quelqu'un qui connaît bien la France. Oui, il est bon, il est percutant. Il connaît les territoires et il s'exprime très bien parce qu'en plus, il a été major de Sciences Po quand même. Voilà, donc il faut qu'il s'appuie là-dessus. Major de Sciences Po. Major de Sciences Po Bordeaux. Encore mieux. Voilà. Alors, sur le débat fédéralisme souverainiste, je le trouve déplacé, il a dit, à propos de l'Europe.
C'est intéressant parce que il remet la balle au centre, là. Oui, mais là aussi, on est en train de changer un petit peu les lignes. On voit bien, il y a un manque de leadership aujourd'hui en Europe. Qui protège les Français, mais bon. Parce que Merkel est un peu mise sur la touche tant qu'elle n'a pas de gouvernement. Alors c'est vrai que Macron prend une place et tente de prendre une place sur ce leadership-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore tranché le souverainisme versus... Mais il l'a dit, point d'achoppement au sein des Républicains. Ouais. C'est-à-dire Lui, il a pris position. Le cap européen, c'est un des points d'achoppement. Actuellement, pour l'avenir des Républicains, il y a le pluralisme, le paradoxe, c'est que et les territoires. C'est les trois. Laurent Wauquiez était ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy. Oui. Paradoxe. Oui. Pourquoi paradoxe ? Je veux dire, pour l'instant, on ne sait pas trop quel est le positionnement européen précis de Laurent Pendant la Wauquiez. campagne, il y a eu des mots quand même à l'égard de l'Europe un peu durs. C'est une campagne, franchement, Cyril. Mais là, vous suivez adhérez suffisamment des campagnes. Vous adhérez à ce que n'aiment pas les gens, là. On dit des choses pendant la campagne et puis on recentre après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une position de présidence, on devient rassembleur de plus haute sensibilité. Il faut arbitrer entre les électoraliste jusqu'au jour où on a le pouvoir. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut se faire élire, comme d'ailleurs Laurent Wauquiez l'a fait, en tapant et en s'appuyant sur une base d'adhérentes qui était plutôt droite dure. Non, mais surtout, et maintenant, il doit ouvrir. Si il abandonne le cap européen, ça c'est sûr que LR, là, ce sera la goutte d'eau, si je puis dire, qui fera déborder le vase. Merci Jérôme Cordelier avec une interview de Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, dans le point.fr aujourd'hui par vous, qui est extrêmement bien faite, que je conseille. Merci. Et merci Olivier Allemand, notre consultant sur les questions d'agriculture. On vous retrouvera d'ailleurs au moment du Salon de l'agriculture. Bien sûr, avec plaisir. Régulièrement. Chez nous, vous suivez la conférence des territoires. Tout pour à nous fait. également, depuis Paris. Et puis toutes les équipes de Public Sénat autour d'Albert Ripamonti sont à Cahors pendant ces 2 jours. Demain, on sera en direct de la rédaction de la Dépêche du Midi, d'ailleurs, avec le rédacteur en chef pour parler de cette deuxième conférence des territoires, Jean-Claude Souléry. Voilà, merci. On va tout de suite regarder le Zap Monde. C'est un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde tout ça ensemble. Il nous faut gagner la guerre contre le terrorisme dans la zone sahélo-saharienne. Or, elle bat son plein. À terme, 5000 soldats originaires de ces 5 pays sahéliens doivent être mobilisés d'ici mi-2018. Une photo de famille qui cache bien des désaccords. Principal thème de ce sommet qui réunit à Istanbul les dirigeants des pays musulmans, la question de Jérusalem. Depuis la décision du président américain de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël, le monde musulman est profondément divisé. Dès l'ouverture de ce sommet, le ton est donné. La réponse de Mahmoud Abbas à Donald Trump est cinglante. Jérusalem est et restera éternellement la capitale de l'État de Palestine. Et il n'y aura ni paix ni stabilité sans cela. À partir de maintenant, nous n'acceptons aucun rôle des États-Unis dans le processus politique. S'installer confortablement dans un fauteuil de cinéma, pour les Saoudiens petits et grands, ce plaisir était jusqu'aujourd'hui hors d'atteinte. Plus de 35 ans après leur interdiction, des cinémas vont à nouveau ouvrir leurs portes en Arabie Saoudite, de quoi ravir les cinéphiles que compte le royaume. C'est une décision historique. Elle va nous permettre de rattraper notre retard en matière d'accès à la culture. Pas question d'autoriser la diffusion d'œuvres qui iraient à l'encontre des mœurs dans un pays qui pratique encore et toujours la charia. Ce sont des pèlerins quelque peu extravagants. Ces clowns que l'on appelle ici les payasos paradent pendant 2 heures avec leur famille dans Mexico en distribuant des bonbons et autres blagues pour amuser la galerie. Un rituel accompli 2 fois par an, le 21 juillet et le 12 décembre, pour se rendre à Calzada de Guadalupe, y chercher la bénédiction de la Vierge de Guadalupe, la sainte patronne du Mexique et de l'Amérique latine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission et bonne journée à tous.